Livre 1. L'arrivée des Martiens. Chapitre 2. Le météore. Puis vint la nuit où tomba le premier météore. On le vit, dans le petit matin, passer au-dessus de Winchester, ligne de flamme allant vers l'est, très haut dans l'atmosphère. Des centaines de gens qui l'aperçurent durent le prendre pour une étoile filante ordinaire. Albin le décrivit comme laissant derrière lui une traînée grisâtre qui brillait pendant quelques secondes. Denain, notre plus grande autorité sur les météorites, établit que la hauteur de sa première apparition était de 140 à 160 km. Il lui sembla tomber sur la Terre à environ 150 km vers l'est. À cette heure-là, j'étais chez moi, écrivant, assis devant mon bureau, et bien que mes fenêtres s'ouvrissent sur Ottershall et que les jalousies aient été levées, car j'aimais à cette époque regarder le ciel nocturne, je ne vis rien du phénomène. Cependant, la plus étrange de toutes les choses, qui des espaces infinis vinrent sur la Terre, dut tomber pendant que j'étais assis là, visible si j'avais seulement levé les yeux au moment où elle passait. Quelques-uns de ceux qui la virent dans son vol rapide rapportèrent qu'elle produisait une sorte de sifflement. Pour moi, je n'en entendis rien. Un grand nombre de gens dans le Berkshire, le Surrey et le Middlesex durent apercevoir son passage et tout au plus pensèrent à quelques météores. Personne ne paraît s'être préoccupé de rechercher, cette nuit-là, la masse tombée. Mais le matin de très bonne heure, le pauvre Ogilvy, qui avait vu le phénomène, persuadé qu'un météorolithe se trouvait quelque part sur la lande entre Orcelles, Ottershall et Woking, se mit en route avec l'idée de le trouver. Il le trouva en effet, peu après l'aurore et non loin des carrières de sable. Un trou énorme avait été creusé par l'impulsion du projectile et le sable et le gravier avait été violemment rejeté dans toutes les directions, sur les genêts et les bruyères, formant des monticules visibles à 2 km de là. Les bruyères étaient en feu du côté de l'est et une mince fumée bleue montait dans l'aurore indécise. La chose elle-même gisait, presque entièrement enterrée dans le sable parmi les fragments épars des sapins que, dans sa chute, elle avait réduits en miettes. La partie découverte avait l'aspect d'un cylindre énorme, recouvert d'une croûte, et ses contours adoucis par une épaisse incrustation écailleuse et de couleur foncée. Son diamètre était de 25 à 30 mètres. Ogilvy s'approcha de cette masse, surpris de ses dimensions et encore plus de sa forme, car la plupart des météorites sont plus ou moins complètement arrondies. Cependant elle était encore assez échauffée par sa chute à travers l'air pour interdire une inspection trop minutieuse. Il attribua au refroidissement inégal de sa surface des bruits assez forts qui semblaient venir de l'intérieur du cylindre, car, à ce moment, il ne lui était pas encore venu à l'idée que cette masse pût être creuse. Il restait debout autour du trou que le projectile s'était creusé, considérant son étrange aspect, déconcerté surtout par sa forme et sa couleur inaccoutumée, percevant vaguement, même alors, quelque évidence d'intention dans cette venue. La matinée était extrêmement tranquille et le soleil, qui surgissait au-dessus des bois de pin du côté de Weybridge, était déjà très chaud. Il ne se souvint pas d'avoir entendu les oiseaux ce matin-là, il n'y avait certainement aucune brise, et les seuls bruits étaient les faibles craquements de la masse cylindrique. Il était seul sur la lande. Tout à coup, il eut un tressaillement en remarquant que des scories grises, des incrustations cendrées qui couvraient le météorite se détachaient du bord circulaire supérieur et tombaient par parcelles sur le sable. Un grand morceau se détacha soudain avec un bruit dur qui lui fit monter le cœur à la gorge. Pendant un moment, il ne put comprendre ce que cela signifiait, bien que la chaleur fût excessive, il descendit dans le trou, tout près de la masse, pour voir la chose plus attentivement. Il crut encore que le refroidissement pouvait servir d'explication, mais ce qui dérangea cette idée fut le fait que les parcelles se détachaient seulement de l'extrémité du cylindre. Alors il s'aperçut que très lentement le sommet circulaire tournait sur sa masse. C'était un mouvement imperceptible et il ne le découvrit que parce qu'il remarqua qu'une tache noire, qui 5 minutes auparavant était tout près de lui, se trouvait maintenant de l'autre côté de la circonférence. Même à ce moment, il se rendit à peine compte de ce que cela indiquait jusqu'à ce qu'il eût entendu un grincement sourd et vu la marque noire avancer brusquement d'un pouce ou deux. Alors, comme un éclair, la vérité se fit jour dans son esprit. Le cylindre était artificiel, creux, avec un sommet qui se dévissait. Quelque chose dans le cylindre dévissait le sommet. « Ciel !» s'écria Ogilvy. Il y a un homme, des hommes là-dedans. À demi rôti, qui cherche à s'échapper. D'un seul coup, après un soudain bond de son esprit,
il relia la chose à l'explosion qu'il avait observée à la surface de Mars. La pensée de ces créatures enfermées lui fut si épouvantable qu'il oublia la chaleur et s'avança vers le cylindre pour aider au dévissage. Mais heureusement la terne radiation l'arrêta avant qu'il ne se fût brûlé les mains sur le métal encore incandescent. Il demeura irrésolu pendant un instant, puis il se tourna, escalada le talus et se mit à courir follement vers Woking. Il devait être à peu près 6 heures du matin. Il rencontra un charretier et essaya de lui faire comprendre ce qui était arrivé, mais le récit qu'il fit et son aspect étaient si bizarres, il avait laissé tomber son chapeau dans le trou, que l'homme tout bonnement continua sa route. Il ne fut pas plus heureux avec le garçon qui ouvrait l'auberge du pont de Horsell. Celui-ci pensa que c'était quelque fou échappé et tenta sans succès de l'enfermer dans la salle des buveurs. Cela le calma quelque peu et quand il vit Henderson, le journaliste de Londres, dans son jardin, il l'appela par-dessus la clôture et put enfin se faire comprendre. Henderson. Cria-t-il. Avez-vous vu le météore, cette nuit? Eh bien, Cadratin. Demanda Henderson. Il est là-bas, sur la lande, maintenant. Diable. Fit Henderson. Un météore qui est tombé. Bonne affaire. Cadratin. Mais c'est bien plus qu'un météorite. C'est un cylindre artificiel, mon cher. Et il y a quelque chose à l'intérieur. Henderson se redressa, la bêche à la main. Comment? Fit-il point, il est sourd d'une oreille. Ogilvy lui raconta tout ce qu'il avait vu. Henderson resta 1 minute ou 2 avant de bien comprendre. Puis il planta sa bêche, saisit vivement sa jaquette et sortit sur la route. Les 2 hommes retournèrent immédiatement ensemble sur la lande, et trouvèrent le cylindre toujours dans la même position. Mais maintenant les bruits intérieurs avaient cessé, et un mince cercle de métal brillant était visible entre le sommet et le corps du cylindre. L'air, soit en pénétrant soit en s'échappant par le rebord, faisait un imperceptible sifflement. Ils écoutèrent, frappèrent avec un bâton contre la paroi écaillée, et, ne recevant aucune réponse, ils en conclurent tous deux que l'homme ou les hommes de l'intérieur devaient être sans connaissance ou morts. Naturellement il leur était absolument impossible de faire quoi que ce soit. Ils crièrent des consolations et des promesses et retournèrent à la ville quérir de l'aide. On peut se les imaginer, couverts de sable, surexcités et désordonnés, montant en courant la petite rue sous le soleil brillant, à l'heure où les marchands ouvraient leurs boutiques et les habitants les fenêtres de leurs chambres. Henderson se dirigea immédiatement vers la station afin de télégraphier la nouvelle à Londres. Les articles des journaux avaient préparé les esprits à admettre cette idée. Vers 8 heures, un certain nombre de gamins et d'oisifs s'étaient mis en route déjà vers la lande pour voir les hommes morts tomber de Mars. C'était la forme que l'histoire avait prise. J'en entendis parler d'abord par le gamin qui m'apportait mes journaux, vers 9h moins un quart. Je fus naturellement fort étonné et, sans perdre 1 minute, je me dirigeai, par le pont d'Ottershaw, vers les carrières de sable.